Je vais tout de suite passer la parole à Didier Gallo, que je ne vais pas vous présenter parce que vous le connaissez, étant donné qu'il a été en poste une bonne vingtaine d'années au Sables d'Olonne. 22 ans, comme juge d'instruction, avant qu'une réforme scélérate ne l'oblige à s'exiler dans des terres lointaines à La Roche-sur-Yon, où il est vice-président. Mais il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait peut-être revenir. Enfin, je ne peux pas trahir. Pas une rumeur, c'est la transparence. Donc vous voyez que c'est un aventurier de la justice. Alors il a écrit un certain nombre d'ouvrages, Les Fossoyeurs de la justice, Les Fossoyeurs de la police. Il a écrit des romans aussi, dont un excellent comment ça s'appelait Grasset. Grasset, oui. Enfin, c'était un pastiche de Simenon, commissaire Grasset, qui se passait au Sables d'Olonne. Je vais tout de suite lui passer la parole. Donc, il va nous parler de Stavisky, qui donc, comme je disais, était une sorte de précurseur, puisqu'il avait inventé la titrisation. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait inventé, mais il l'a mise en œuvre, en tout cas. Et il avait inventé la méthode qui a fait Flores avec les subprimes, c'est-à-dire de mutualiser les risques, d'individualiser les profits et de mutualiser les risques en inventant des produits qu'on vend à des braves gens de façon à leur faire payer la note des malversations initiales. Didier Gallo. Stavisky est né en 1886 en Biélorussie. Il appartient à une famille de ces juifs qui vont fuir les persécutions de la Russie tsariste et qui vont venir se réfugier en France. Ils sont fort nombreux à l'époque, c'est celle des pogroms. Et la famille Stavisky va s'installer à Paris. Le père est un homme parfaitement honorable, qui est dentiste de son état et qui se suicidera lorsque son fils sera incarcéré. Le grand-père, Abraham, est un personnage beaucoup plus intéressant, comme vous allez le voir, car le petit Stavisky va prendre son premier envol avec une affaire d'escroquerie qu'il monte avec grand-papa. Il veut ouvrir les Folies Marigny, le théâtre Marigny en bas des Champs-Élysées, qui est un théâtre d'été. Il veut l'ouvrir l'hiver. Très bonne idée. Et pour assurer le financement de l'opération, il lance un avis de recrutement de comédiens, d'ouvreuses, de personnel administratif. Les gens se présentent, se bousculent. Nous sommes dans des périodes où déjà le monde des arts et du spectacle intéresse. Et simplement, il y a un droit d'entrée qui est relativement considérable. Donc les gens payent pour travailler. Et il verse des sommes coquettes, on emprunte aux grands-parents, aux oncles, aux amis, et bien entendu, les Folies Marigny, le théâtre ne sera jamais ouvert. Donc voilà la première affaire du petit Stavisky, qui ensuite va évoluer dans la criminalité, je dirais, c'est un petit voyou, petite frappe. Stavisky, à l'origine, et c'est là où je suis tout à fait séduit par le personnage, il est la parfaite illustration de la prison école du crime, la prison étant un lieu où autrefois on entrait avec déjà un petit diplôme, mais d'où on sortait lorsqu'on avait été repéré par les quelques anciens qui s'y trouvaient, avec des perspectives d'avenir. En un mot, les voyous sérieux qui se trouvaient en prison, à l'époque il y en avait encore, hein. Aujourd'hui c'est un petit peu différent. Repérer le petit jeune qui avait de l'avenir, le former, quand il sortait, on lui proposait une affaire. Le petit Stavisky va être condamné à quelques jours de prison dans cette affaire des Folies Marigny. Pas grand-chose, parce qu'en 14, c'est en 1909, 14, vous imaginez, avec la lenteur judiciaire, on arrive au moment du grand cataclysme de la Première Guerre mondiale, et notre homme s'engage dans la Légion étrangère. Et c'est l'époque, hein, Apollinaire, il y en a d'autres, hein, il est de bon ton d'être patriote, et il s'engage. Bon, très vite, il comprend que c'est pas trop pour lui, il passe dans les services administratifs, le service de santé, puis il se fait réformer au bout de 8 mois. Là, il va survivre d'expédients, et à la fin de la guerre 14, le personnage se lance dans, je dirais, la délinquance de bas étage. Alors, il est multiforme.
Il va être tour à tour gigolo, un peu macro. Il va ruiner une malheureuse chanteuse, Jeanne Bloch, dite Jeanne d'Arcy, qui chantait dans des cabarets. Alors il lui en fait acheter un, et puis il le revend, il lui fait acheter des voitures, il les revend. Tout ça est assez minable, si ce n'est que la pauvre Jeanne Bloch, qui avait une coquette fortune lorsqu'elle le rencontre, mourra dans la misère la plus absolue. Il se lance dans une spécialité, alors évidemment, dont on n'a plus aucune idée aujourd'hui. Je ne sais pas si le commissaire divisionnaire Ivars en rencontre encore, mais c'est le lavage de chèques. Alors le lavage de chèques, ça c'est vraiment sa spécialité dans ces années 20. Ça consiste à se faire remettre un chèque d'une certaine somme, et à l'époque, ceux qui ont des chèques ont de l'argent. Les salaires sont réglés en liquide et seule une classe privilégiée et riche dispose de chèques. Donc, sous un prétexte, la nuit, en boîte, il vit la nuit, notre ami Alexandre Sacha Stavisky, on se fait remettre un chèque, mettons de 500 francs, et on le transforme en chèque de 4500 francs, et le matin, avec des complices, on va se faire remettre la somme dans l'établissement bancaire. Bien entendu, aucune vérification, on n'est pas à l'époque du portable, on n'est pas à l'époque de l'informatique, ce qui fait que les sommes, quand je dis 4500, c'est plutôt 45 000 francs, et Stavisky va faire un très joli coup qui porte sur, alors transformé en euros à peu près, c'est les mêmes montants, et il va dans un dancing Zélie, parvenir à faire une escroquerie de 50 000 euros environ. Celle-là va l'emmener quand même devant, non pas les tribunaux, parce que vous allez voir que notre homme a une très bonne connaissance, au bout de quelques années, des lourdeurs de la machine judiciaire, et il va échapper en fait à cette répression, mais il va tout de même, et là vous voyez commencer à monter en puissance ce petit escroc, il va être convoqué chez un juge d'instruction dans cette affaire de chèque. Premièrement, quand il se rend compte qu'il risque d'être incarcéré, il fout le camp. Pendant que le juge d'instruction s'entretient avec un des policiers chargés de l'affaire, Stavisky attend, il colle son oreille à la porte, il comprend que son avenir proche est compromis, il dégage. Là, nous sommes au début des années 20. Parallèlement, notre homme se lance dans les faux divers. Alors, il va monter un atelier de faux documents administratifs qui ne fonctionnera jamais parce que Stavisky, qui est un personnage qui exerce une influence certaine auprès des gens qui vont travailler avec lui, a déjà beaucoup de monde qui tourne autour de sa personne et qui travaille avec lui. Et il y a des histoires de femmes, je suis désolé, on revient au sujet d'hier, il y a des histoires abordées par Michel Carly, il y a des histoires de femmes, et il y a une femme qui va balancer l'histoire. Les policiers investissent la villa dans laquelle on devait faire des faux documents, un peu de faux billets aussi, je crois, mais on en est aux actes préparatoires, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de commencement d'exécution. Bref, la machine pénale n'atteint pas Stavisky. Le personnage est également receleur. Recel de bijoux volés, recel d'objets volés. Nous sommes avant 1925, c'est-à-dire que ce n'est qu'une chrysalide encore, mais on sent que c'est un petit bonhomme qui regarde à gauche, à droite, qui cherche une promotion sociale. Je pensais à Madoff, il a lui aussi vécu des humiliations étant jeune. La première garde à vue par les policiers de 1909, le premier interrogatoire lui a laissé quelques traces. Les policiers ont tenu quelques propos à caractère un peu antisémite. Je crois qu'il a été un petit peu passé à tabac également. On l'a traité comme ce qu'il était d'ailleurs, et la façon dont on traitait les gens à l'époque. Et la fiche de police d'ailleurs conservera type du parfait chevalier d'industrie. Vous voyez, le policier qui avait rédigé cette fiche avait parfaitement mesuré l'homme et son œuvre future.
Parallèlement, Stavisky quand même se rend compte que toutes ces histoires de bijoux volés, de fausses pierres, vous verrez que ça reviendra ultérieurement, c'est peut-être un petit peu minable, et il commence à monter en puissance. Alors, deux axes. D'abord le petit pot. Le petit pot, c'est une sorte de viandox. Alors il monte une entreprise qui va fabriquer le petit pot. Bien entendu, jamais l'entreprise ne sortira le moindre consommé. Il n'y aurait pas question. Par contre, par tout un système de représentants de commerce, on place beaucoup de petits pots virtuels chez des commerçants et il gagne relativement bien sa vie sur ce coup-là. Simultanément, parce qu'il a une vision mondiale, il commence à avoir une vision mondiale, vous verrez que ça n'est pas fini. Je dis dans le fond que inventer et placer surtout, inventer encore un réfrigérateur qui fonctionnerait sans électricité, ce serait merveilleux. Alors ça, c'est le Fébor. Le Fébor qui va être fabriqué, parce qu'il va y avoir quelques exemplaires de fabriqués, fonctionne à base de bois, d'ammoniac, c'est très écologique, et les marchés qui doivent s'ouvrir, c'est l'Afrique, bien entendu. Alors, tout le monde marche, parce que Stavisky commence à avoir des relations dans le monde politique. Vous allez voir l'axe qui sera adopté qu'il suivra après sa première incarcération, qui va être la rampe de lancement d'un escroc, je dirais, unique. Parce que vous voyez que Madoff, à côté de Stavisky, c'est beaucoup moins sophistiqué. Et notre excellent homme, donc, tente de placer son Fébor. Alors, le Fébor ne fonctionnera jamais. Pas le moindre froid. Il y en aura quelques-uns de fabriqués, c'est dans la région de Touraine. Mais alors, une odeur épouvantable d'ammoniac qui se répand, mais pour ça gêne pas Stavisky, et il va tenter de tamponner un député sénégalais. Il y avait des députés à l'époque, et alors là, il aura une réaction que n'ont pas eu les autres membres de la classe politique française. C'est-à-dire qu'il dira, mais je me considère comme insulté, parce qu'on le présente par tout un jeu relationnel, qu'on ait pensé à moi pour tenter de promotionner cette escroquerie en Afrique. Et lui refuse absolument. Échec complet, donc, de Stavisky. Parallèlement, j'ai évoqué ses activités de receleur. Ben, figurez-vous qu'il va receller, acheter auprès d'agents de change, l'abbé Laforcade, des titres volés. Alors c'est très compliqué, mais une chose est certaine, c'est qu'il ne paye pas l'abbé et Laforcade, et ceux-là ne l'oublient pas, et ceux-là déposent plainte, et ils veulent aller jusqu'au bout. Alors Stavisky, qui, entre-temps, a constitué une véritable bande, Stavisky veut partir à l'étranger. Il veut partir à l'étranger, il sait que l'étau se referme, et il avait pour ami un certain Galmo qui a été député de la Guyane. Alors beaucoup sur fond, aucune connotation critique, mais un fond, c'est le Parti radical et la franc-maçonnerie qui fonctionnent en circuit fermé, c'est la Troisième République. La Troisième République, c'est le Parti radical, essentiellement, qui va être entraîné, d'ailleurs, dans le scandale Stavisky, lorsque celui-ci éclatera. Alors, il a tissé des relations avec Galmo. Alors, Galmo, si vous allez dans cette ville charmante de Montpazier, en Périgord, vous verrez, il y a une rue consacrée à Jean Galmo, père de l'aviation populaire, aventurier, ancien député de la Guyane. Alors il va un petit peu en prison à ce moment-là, parce qu'il a un petit peu escroqué du côté de la Guyane. Et Gallo est invité au dernier dîner que donne Stavisky dans une villa de la banlieue parisienne. Alors tout le monde est en habit. Galmo va téléphoner à la financière de l'époque en disant « Si vous voulez récupérer Stavisky, il est à tel endroit ». Et comme ça lui permet essentiellement de garder le magot de Stavisky, car c'est lui qui avait les fonds, et de se débarrasser de son chef de bande. Alors Stavisky est arrêté par un commissaire dont le nom reviendra dans cette affaire, un certain commissaire Pachot, qui est son double en négatif, si vous voulez. Stavisky
escroquerie derrière la police parisienne, dont certains membres le suivent de très près et ne le lâchent jamais. C'est-à-dire que, alors que tout le monde donne dans le panneau, la classe politique, les financiers, excusez-moi, vous avez des flics qui, eux, rédigent des rapports et disent attention, c'est un escroc, c'est un escroc, c'est un escroc, mais personne ne les écoute, personne ne veut les écouter. Mécanisme connu, parce que ça marche, donc il n'est pas question d'arrêter une affaire aussi formidable que les affaires qu'il monte. Il est incarcéré et il en gardera un souvenir épouvantable. Il est incarcéré le 22 juillet 1926 et alors il a détesté la prison. Cela dit, il déteste la prison, mais il va y apprendre beaucoup de choses parce qu'il va y apprendre son véritable métier. Il rencontre en effet un autre escroc, un certain Himmelfarb, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, mais qui va lui apprendre qu'en France, pour réussir une escroquerie, il faut la garantie de l'État et il faut des conseils, des structures légales, sociétatives légales, ayant le label étatique et ayant des conseils d'administration prestigieux. Lorsque, en fin 1927, Stavisky ressort de prison pour raison médicale, avec un superbe certificat du docteur Paul, le célèbre docteur Paul, que l'on retrouve, un homme qui a assisté à 600 exécutions, et dont la spécialité d'ailleurs était de raconter des histoires drôles pendant que le condamné était préparé. Ce qui était de très bon goût. Et bien le docteur Paul rédige un certificat dans lequel duquel il ressort que Stavisky est atteint d'un cancer en phase terminale. On le libère. Il donne un très beau repas, début 1928, et là, de même que Simenon, je ne fais pas de comparaison de John, mais Simenon avait décidé d'être Simenon, Stavisky décide de cesser d'être Stavisky, d'être Monsieur Alexandre. Il épouse, alors lui est petit, hyperactif, il va épouser une femme ravissante, Arlette Simon, ancien mannequin de Coco Chanel, alors, qui est beaucoup plus grande que lui, qui est très mince, ce sera d'ailleurs jusqu'en 1934, toute ressemblance avec un couple célèbre. Elle est distinguée, lui l'est un peu moins, et ils vont former, elle a une vingtaine d'années de moins que lui, elle va être un des éléments stabilisateurs qui va certainement lui permettre de progresser. Le Stavisky, donc, début 28, alors nous sommes, la toile de fond, c'est la crise, enfin ce n'est pas la crise économique, c'est la bulle financière de l'époque, c'est cette période qui suit la guerre 14, au cours de laquelle vous allez connaître une formidable expansion, et puis aboutir à cette crise financière. Vous savez qu'on a toujours évoqué la crise de 29, et vous avez, lorsque la crise de 29 éclate, elle va entraîner en France la chute d'un certain nombre de Madoff, notamment, je pense à Oustric et à Martano, la banquière, qui se contentent de faire du Ponzi, c'est-à-dire surfant sur la vague de la progression économique, on place et on indemnise les premiers avec l'argent des derniers. Évidemment, dès qu'il y a une crise, le système s'effondre, comme nous l'avons vu hier. Stavisky, c'est tout à fait autre chose. Il a découvert, grâce à Himmelfarb, l'existence du crédit municipal, ma tante. Vous savez, là où les pauvres, et les moins pauvres d'ailleurs, peuvent se procurer des liquidités en allant déposer des objets de plus ou moins de valeur. Et il va, dans un premier temps, c'est ça qui est frappant avec Stavisky, c'est qu'à chaque fois il progresse. Dans un premier temps, c'est du dernier banal, nous avons tous connu ça, abus de justice, c'est-à-dire qu'on va déposer des objets volés et on en récupère de l'argent. Deuxième temps, parce que les objets volés, il faut quand même en avoir, et entre-temps, il a monté une société de bijouterie, les établissements Alex, qui se produisent à Cannes, à Deauville, un peu partout. Deuxième temps de l'opération, on dépose des fausses pierres. Et à chaque fois, on se fait en mettre de l'argent. Mais le crédit municipal sur lequel il achetait son dévolu,
c'est celui d'Orléans. Donc à partir de 1928-29, Orléans, et au bout d'un moment, il n'y a plus de trésorerie. Casteltienne, alors jeu de complicité, il achète tout le monde. Hein. Il achète tout le monde, c'est-à-dire que très vite, les fonctionnaires du Crédit municipal deviennent ses complices, notamment Desbrosses, qui est un des patrons du Crédit municipal d'Orléans. Il a dans la poche les experts, il a dans sa poche une société de bijouterie, et quand il faut obtenir un marché, quand il faut... au dernier moment, il fait intervenir un acteur professionnel, Robert Benoît, qui sera chargé de jouer les rôles des milliardaires qui viennent déposer des fonds. Le système est très au point et est absolument remarquable. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les crédits municipaux de France viennent d'obtenir l'autorisation d'émettre des bons. Mais payez-moi en bons. Et donnez-moi des bons. Et les bons, par tout un jeu de prescripteurs, de complices, comme Madoff, si vous voulez, tout ça ne fonctionne qu'avec une nébuleuse de complices. On considère que la bande Stavisky, c'était une cinquantaine de personnes qui allaient du boxeur, de l'ancien boxeur chargé de correctionner les journalistes qui se montraient un peu trop curieux, les voleurs, les braqueurs, il a un panel complet avec lui. Alors le Crédit municipal émet des bons. Bon, problème, c'est qu'il n'a pas les élus d'Orléans dans sa poche. Et le maire s'inquiète. L'adjoint chargé des finances, le premier adjoint de la mairie de Saint-Gilles ici, c'est un adjoint qui met son nez dans les comptes, et on s'aperçoit qu'il y a un volume considérable de pierres précieuses déposées, d'argent sorti. Les bons, en fait, le système Stavisky avec ses complices, c'est toujours de porter sur la souche 1000 et d'émettre un bon d'1 million. Et ces bons sont ensuite placés, escomptés auprès de caisses d'assurance, d'établissements bancaires. C'est là la titrisation de l'emprunt, on commence, et la réussite est totale. Il a notamment dans sa poche un certain Guébin, qui est un des directeurs de la compagnie d'assurance La Confiance, et c'est lui qui va se charger de diffuser les produits. Beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros. Alors nous sommes à une époque où l'argent ne coule plus à flot, il y a eu la crise de 29, mais ça représente des sommes considérables qui disparaissent dans les frais de fonctionnement et dans la réussite sociale du couple Stavisky, que l'on voit à Deauville, qui remporte les concours d'élégance, etc. Il a acheté un immeuble place Saint-Georges dans le 9e arrondissement. Là, la chrysalide s'est muée en papillon. Il est dans les soirées mondaines. Il ne s'appelle plus Stavisky, mais Alexandre. Il avait un don pour évoluer sous différentes identités, comme beaucoup d'escrocs. Et alors, il y a une visite qui était assez rigolote, c'est que quand il est en prison, il y avait un gardien qui était totalement alcoolique et quelque peu corrompu, un certain Boitel. Et Boitel vivait d'ailleurs dans un foyer d'anciens détenus. Vous voyez, comme ça, quand il quittait la prison, il n'était pas totalement dépaysé, mais il lui avait piqué ses papiers, et il va évoluer à certaines époques sous le nom de Boitel. Mais pas à l'époque qui nous intéresse, puisque là, il est devenu Monsieur Alexandre. Problème donc, cet intérêt des autorités municipales pour le volume des affaires. On disait qu'un flot d'émeraudes ininterrompu coulait de Paris vers Orléans. On comprend que là, ça va mal, surtout qu'il sait qu'il n'a placé que de fausses pierres. Ce sont des faux bijoux qu'il achetait auprès de Chiche, un commerçant honorable, enfin un fabricant de pierres précieuses, de reproduction de pierres précieuses, expertisé par Cohen, qui était un expert
connu, réexpertisé par Faro, qui était l'expert commissaire-priseur d'Orléans, mais la technique était la suivante, si vous voulez. On présentait 3 pierres authentiques, et puis il y avait un lot fermé à côté. Alors voilà, on a enlevé 3 pierres, on a connu ça, Charles. 3 pierres tout à fait authentiques, et le reste est expertisé globalement. Il faut récupérer les pierres, et Stavisky va monter la compagnie foncière de travaux publics. Alors ça aussi, ça nous rappellera des souvenirs, en tout cas Pierre Bello et moi. Vous savez qu'il y avait une zone de fortification qui entourait Paris. Moi, j'étais pas né. Hein. Et là, ils disent tout ça, Et Paris, donc, était entouré c'est le futur tracé du périphérique. Et une zone restait à aménager. Rassurez-vous, ça sera aménagé 30 ans plus tard seulement, parce qu'il y a des résistances, parce que sur ces fortifs, il y avait des commerces, il y avait notamment des garages dans le 17e arrondissement, et le député de l'époque, que nous avons bien connu, Bernard Lafay, dans les années 60, bloquait avec une efficacité redoutable le dernier aménagement du périphérique. Eh bien, le Stavisky va donc, lui, vendre l'aménagement des beaux quartiers, c'est-à-dire fin du 17e arrondissement jusqu'au 16e arrondissement, et cela borde Neuilly, avec cette compagnie foncière de travaux publics dont le conseil d'administration est composé. Président Hudelot, ancien préfet de police, homme lige de Laval, des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, un général Bardy de Fourtou. Général Bardy de Fourtou, très bel homme, une soixantaine, maîtresse de 30 ans, mais qui avait été un petit peu embêté dans une affaire de commerce de revente du matériel de guerre des Bulgares, qui étaient les alliés des Allemands, et le général Bardy de Fourtou avait trouvé que vendre les canons, c'était mieux que de recevoir les obus, et de conserver l'argent, c'était peut-être encore mieux que de le restituer. Alors il avait eu de gros ennuis, ça s'était réglé entre gens de bonne compagnie, il avait donc un petit peu pris une retraite anticipée, mais il avait failli avoir de gros ennuis. Il y a un diplomate sud-américain, beaucoup de légions d'honneur sur les revers des boutonnières, et on lance des emprunts. Les emprunts, ça fonctionne du feu de Dieu. Simplement, il y a le ministre des Finances qui est alerté par un écho qui est paru dans un de ces petits journaux de chantage qu'on aurait dû évoquer l'an dernier, mais finalement, Konopnicki était passé un petit peu à côté. Il y avait une foultitude de journaux de chantage qui, c'était leur seule profession, si vous voulez, ça consistait à aller voir un chef d'entreprise un soir, spécialité de Merle, qui était l'employeur de Simenon à l'époque, et quand il partait le soir pour faire sa tournée de ses victimes, disait à Simenon, je vais chercher votre salaire. Et donc, on allait menacer un chef d'entreprise de lancer un écho, un simple écho, et il revenait avec de l'argent liquide. Et il pouvait comme ça payer les salaires de ses journalistes. Ça marche très bien. Enquête parallèle, on charge le parquet de Paris d'étudier le cas de Stavisky. D'Alexandre et de la compagnie foncière de travaux publics, dans laquelle il n'apparaît pas, puisque le conseil d'administration lui a tout de suite voté un mandat pour le représenter, pour agir à sa place, mais bien entendu, tous ces gens-là diront, mais attendez, on ne savait pas que M. Alexandre, c'était Stavisky. Je passe, et il récupère l'argent qui lui permet, alors là, au débotté, de tout récupérer à Orléans, tout ce qui était au moment où un inspecteur des finances était descendu pour aller inspecter le crédit municipal, il récupère ça en danseuse, là, hop, tout, et ce qui fait que tout est vide lorsque l'inspection commence effectivement. Alors, il a très bien fonctionné, structure légale, la compagnie foncière de travaux publics, il a repéré le crédit municipal. Bon, écoutez,
il a en main les atouts pour progresser. Mais un crédit municipal, c'est bien, mais si le maire est un empoisonneur, si l'administration fiscale s'intéresse au truc, c'est pas bon. Je vais créer mon propre crédit municipal. Et il tamponne le député maire de Bayonne, Garat, qui l'éblouit, il le sort, il est ravi, on va monter un crédit municipal. Alors, on monte un crédit municipal de toutes pièces à Bayonne, en expliquant notamment à toutes les autorités, déjà on va retrouver un certain nombre d'éléments évoqués hier, mais vous savez, 1931, mais la monarchie vient de s'effondrer en Espagne, il va y avoir une guerre civile, il n'avait pas tout à fait tort, il avait simplement un peu d'avance, il va y avoir une guerre civile, tous les aristocrates espagnols vont venir se réfugier dans le sud-ouest de la France, à Bayonne, et ils vont avoir besoin d'argent, et ils vont engager leurs bijoux, donc il faut absolument monter un crédit municipal à Bayonne. Là-dessus, il tamponne un fonctionnaire, Constantin, ce qui est un fonctionnaire qui est chargé de tout ce qui concerne les crédits municipaux, et il le fait nommer, parce que les complicités politiques commencent à être considérables à ce moment-là, tout simplement par le jeu des avocats politiques. La Troisième République, c'est une classe d'avocats politiques, et il a pour avocats, et il les paye grassement, des gens qui un jour sont ministres de la Justice, sénateurs, etc. Je pense à des noms relativement connus, de l'époque, Anatole de Monzy, le sénateur Renou, mais j'en passe, Laval est un avocat. Laval n'est jamais très loin dans toutes ces histoires, bien qu'il ne soit pas radical, je crois. Donc, il a des avocats qui sont extrêmement présents, qui sont en même temps l'intermédiaire, qui joue les intermédiaires avec l'ensemble de la classe politique. Bref, le Constantin en question est nommé inspecteur général des crédits municipaux. Entre-temps, il a monté son crédit municipal de Bayonne, premier établissement inspecté par Constantin, qui rédige un rapport dithyrambique. Bayonne, mais c'est un exemple parfait de ce qu'il faut faire. Et alors là commence la valse des bons que l'on émet, alors même toujours le même principe, offrir un taux un peu plus intéressant. Alors Guébin, le directeur de la Confiance, place, ça part dans tous les sens. Ce sont alors là des centaines de millions d'euros qui sont diffusés auprès des institutionnels. Si dans la compagnie foncière de travaux publics, Stavisky avait encore un peu fait appel au public, il ne fait plus, et au Crédit municipal d'Orléans, là il ne fait plus appel qu'aux institutionnels. Ce sont les banques qui sont plantées, ce sont les compagnies d'assurance, même la Lloyd, il laisse 5%, la Lloyd France, de ses avoirs, mais vous avez des caisses de retraite qui vont laisser, je pense à l'avenir familial. Alors je ne sais pas comment ça s'est résolu, j'essaye de retrouver maintenant, je mène l'enquête. L'avenir familial, 66% de ses avoirs, c'est en bons de Bayonne. Alors il n'y a même plus de fausses pierres, il n'y a plus rien, on émet les bons, on émet. Parallèlement, les inquiétudes du ministre des Finances se sont calmées, puisqu'on a remboursé les victimes un peu trop actives de l'affaire de la compagnie foncière de travaux publics, et puis évidemment va arriver ce qui doit arriver. Un jour, un modeste fonctionnaire des impôts de Bayonne va contrôler le crédit municipal. Et là, il tombe sur un des hommes de Stavisky qui a sur son bureau les bons, les souches. 6 souches de 10 000 francs chacune, les bons d'1 million. Voilà. Mais comment ça se fait ? Oh ben vous seriez venu dans 5 minutes, vous l'auriez rien vu, dit Tessier. Et là, le fonctionnaire des impôts alerte immédiatement le préfet, le procureur de la République de Bayonne, et Tessier est interrogé par le préfet, par le procureur, et tout d'un coup il s'effondre, après avoir menacé tout le monde. Il commence par menacer, vous allez voir, vous allez vous retrouver à Hasbrook et ailleurs. Il s'effondre, il craque, et il dit « Alexandre, c'est Stavisky ».
Or, Stavisky fait l'objet d'innombrables mandats d'arrêt à ce moment-là. On désigne tout de suite un juge d'instruction qui fout au trou Garat, Tessier, toute la bande. Le député maire de Bayonne part immédiatement en détention. L'affaire éclate et Stavisky n'aura pas réussi à son dernier rebond. Il n'a pas réussi son dernier rebond pour une simple raison, c'est qu'il avait atteint son seuil de Peters avec ses avocats politiques et il va tenter de réaliser une opération qui était trop lourde pour lui. Il va en effet profiter du traité de Trianon et à ce moment-là il a disjoncté, c'est un des derniers pas, c'est Kessel et Colette qui le décriront puisqu'il était avec l'écrivain enfin les deux écrivains. Il va sauver les finances européennes, le système économique européen. Il a en fait repéré l'affaire des optants hongrois. Alors, qu'est-ce que c'est que les optants hongrois, pour faire très court? Ce sont des propriétaires... Il vaudrait mieux faire tout. Mais je suis à la fin. Je suis à la fin. Ce sont les optants hongrois. C'était ces aristocrates qui appartenaient à l'Empire austro-hongrois, dépecés entre la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et qui veulent rester hongrois, mais dont les terres sont distribuées entre ces trois pays. Et c'est un des résultats du traité de Trianon. Et la SDN vote le principe d'une indemnisation. Il rachète les titres qui ont été émis, qui ne valent rien. Il les paye d'ailleurs avec du Bayonne. Il en rachète pour 900 millions d'euros, qu'il paye 18 millions en Bayonne à ces aristocrates. Et il veut les placer à nouveau, avec toujours la caution étatique. Manque de chance, il y a incompatibilité entre le ministère des Affaires étrangères, les gens de la carrière, c'est la vieille aristocratie à l'époque, et cette espèce de vendeur de chaussettes, et les fonctionnaires et les ambassadeurs qu'il va rencontrer, à chaque fois disent non, hors de question de s'engager avec ce type-là. Donc cette affaire qui devait sauver l'ensemble ne se fera pas. Stavisky sera retrouvé suicidé le 8 janvier. Scandale politique, nous n'en parlerons pas. Complicité policière, je n'ai pas le temps de les aborder, mais il y a une conclusion à l'affaire Stavisky. Conséquences très lourdes. En 1966, le 24 juillet 1966, est votée une loi très critiquée sur les sociétés commerciales, encore en 2007, par Nicolas Sarkozy. Cette loi encadre littéralement, pénalement, surpénalise le fonctionnement des sociétés. Les hommes qui votent cette loi ont une soixantaine d'années. Ce sont tous, comme mon père en parlait souvent, de l'affaire Stavisky, ce sont des gens qui ont été marqués, profondément marqués par l'affaire Stavisky, qui a fait trembler la Troisième République, qui a eu pour conséquence, entre autres, le Front populaire, les émeutes du 6 février 1934, les émeutes, il y en avait tous les jours. À ce moment-là, c'était abat les voleurs, abat les pourris. On parle du 6 février 1934. À partir de la mort de Stavisky, à partir du 11 janvier, il meurt le 8 janvier, spontanément, tous les soirs, vous avez des manifestations à Paris de plusieurs milliers de personnes, quand les gens sortent des bureaux, abat les voleurs, abat les voleurs. Des amours pour la Troisième République qui expliquera la facilité, selon moi, la facilité avec laquelle l'État français s'implante dans ces structures politiques françaises, et surtout la loi du 24 juillet 1966, qui place sous surveillance pénale le fonctionnement des sociétés commerciales, afin que désormais, grâce au système des commissaires aux comptes et de l'obligation de dénonciation au procureur de la République, on ne puisse plus utiliser des structures légales pour commettre de gigantesques escroqueries. Mais vous avez pu voir que Stavisky, c'était, sur le plan de l'organisation de l'escroquerie, autre chose que Madoff.